Bonjour. Le Front social est en train de s'élargir puisque nous apprenons maintenant que le mouvement des agriculteurs continue de plus belle, contrairement d'ailleurs à la FNSEA, leur syndicat majoritaire qui voulait appeler à l'arrêt. Eh bien non, la lutte continue parce que les revendications n'ont pas été satisfaites évidemment, notamment les deux principales que sont à la fois le prix de revient de la production agricole, c'est-à-dire avoir un prix plancher, un prix en dessous duquel on n'arrive pas à vivre, donc il faut un minimum. Et ce minimum, eh bien, ils l'attendent toujours. Je prends l'exemple toujours du lait, avec un lait acheté au producteur à 40 centimes et qui est vendu à 1,50 € ou 1,40 €, bon, évidemment, ça ne peut pas satisfaire ni le producteur et ça ne satisfait pas non plus le consommateur qui, lui, voit les prix s'envoler, alors que pendant ce temps, les grandes surfaces et les agro-industriels avouent des bénéfices records. Et donc tout cela ne va pas, il faut bien qu'on remette en place un système plus équilibré, plus juste. Donc pour les agriculteurs, je voudrais dire aussi qu'un des éléments qui n'a pas été souvent retenu, et même je crois que je ne l'ai jamais entendu dans les discussions, mais pour montrer que le mouvement des agriculteurs n'a pas été résolu, je prendrai deux chiffres. Le premier, c'est que, d'après les chiffres officiels, le gouvernement aurait lâché 7 à 800 millions pour les agriculteurs. Je le mets en relation avec ce qu'a lâché le gouvernement pour les gilets jaunes. Le gouvernement pour les gilets jaunes a lâché 10 milliards. Vous voyez donc on est très loin du compte pour les agriculteurs. On était déjà loin du compte pour les gilets jaunes, mais alors pour les agriculteurs, c'est peanuts. Donc voilà, il faut bien comprendre que c'est ça qui est le moteur de leur mouvement. Et puis le deuxième problème qui est toujours pas réglé, et qui est même réglé dans le sens négatif pour les agriculteurs, c'est les échanges internationaux. Tous les traités d'échange internationaux, après le CETA, on a maintenant un traité avec le Chili, un accord international avec le Chili qui va être désavantageux pour nos agriculteurs. On a un accord sur les poulets ukrainiens dont tout le monde voit bien que c'est un effondrement de la filière des volailles françaises. On voit bien que le Mercosur n'est toujours pas éliminé de la réflexion du gouvernement, et même il s'apprête, après le salon de l'agriculture, à signer ce volet. Je crois que là, on voit bien que tout est fait pour pénaliser nos agriculteurs, notre agriculture, au profit des certains grands groupes agro-industriels qui s'en foutent plein les poches et qui se foutent pas mal de la façon dont on produit, dont on vend, enfin tout ça, pour eux, du moment qu'ils vendent, qu'ils fassent du profit, c'est la seule chose qui les intéresse. Voilà donc sur le front social, sur les agriculteurs, mais ce qui était nouveau et intéressant, c'est que viennent se juxtaposer des problèmes autres. Je pense notamment à la grève des cheminots, qui a été une grève très suivie chez les contrôleurs, puisque leurs revendications, là aussi, n'ont pas été tenues. Il y avait des promesses, elles n'ont pas été tenues, et donc les gars se mettent en grève. Et ils se mettent en grève à 70-80%, c'est-à-dire largement majoritaire, et avec un soutien timide des organisations syndicales, malheureusement, parce que
c'est un mouvement qui est parti quand même par des coordinations, c'est par Internet, mouvement par Internet, comme l'avaient fait les Gilets jaunes et comme le font d'autres corporations, mais d'ailleurs les agriculteurs également. Et on voit bien donc que ce mouvement social est en train de se renforcer parce que dans les mois qui vont venir, mais même dans les semaines qui vont venir, il va y avoir d'autres professions qui vont rentrer en lutte parce que les problèmes n'ont pas été réglés, notamment les problèmes de pouvoir d'achat, de salaire, et vis-à-vis de la hausse des prix, on voit bien qu'il y a une adéquation qui n'est pas réalisée. Donc, il faudra bien trouver là aussi des solutions positives pour les gens, et les gens donc se mettent en colère et se bougent. Sur le plan politique, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est l'entrée de Missak Manouchian, ce résistant, ce franc-tireur partisan de la MOI, main-d'œuvre immigrée, organisée par le Parti communiste français pendant la Résistance, et donc son entrée au Panthéon avec tous ses camarades de lutte, eh bien c'est un événement considérable puisque pour la première fois, des communistes rentrent au Panthéon, chose qui avait été jusqu'à maintenant empêchée par l'ensemble des gouvernements qui ont eu lieu. Et aujourd'hui, enfin, 80 ans après, bon, ça a mis du temps, mais il faut bien reconnaître que c'est un événement majeur de la période sur ce plan-là, puisque la résistance, j'allais dire, rentre en force, parce que jusqu'à maintenant, il y avait d'autres résistants qui étaient dans le Panthéon, mais la résistance communiste, qui a quand même été un noyau essentiel de la lutte contre l'Allemand à ce moment-là, qui était chez nous, qui nous envahissait, eh bien, ce noyau-là n'était pas représenté, et ce n'est que justice que, aujourd'hui, il rentre en grande pompe au Panthéon et rejoignent l'ensemble des grands dirigeants de la résistance française qui s'est développée et qui nous a permis aujourd'hui de vivre libre. Parce qu'évidemment, la libération du territoire a eu lieu grâce à l'intervention des armées anglaises, américaines et françaises dirigées par De Gaulle, mais en même temps avec un appui considérable de la résistance, parce que s'il n'y avait pas eu la résistance, les choses se seraient passées tout à fait différemment dans notre pays. Donc en tous les cas, c'est conjointement l'action de ces forces-là, et il ne faut pas oublier non plus l'autre interlocuteur qui nous intéresse beaucoup, qui était à cette époque-là la Russie, enfin l'Union soviétique de l'époque, qui a permis également de tenir les armées allemandes sur le continent est européen, et qui a permis donc les débarquements, que ce soit en Provence ou que ce soit en Normandie. Donc voilà, c'est un événement majeur. Je crois qu'il était temps que les communistes soient traités de manière normale, au rôle qu'ils ont joué, ni plus ni moins, mais au rôle qu'ils ont joué, qu'il ne faut pas sous-estimer ni négliger. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après la loi immigration, qui a fait beaucoup de bruit chez nous, puisque tout le monde n'était pas d'accord, et même que le Conseil constitutionnel a enlevé 30%, peut-être même 40% de la loi, donc il montre que c'était une loi foireuse. J'en avais dit un mot la dernière fois, donc je continue à penser que c'était une loi foireuse. Et aujourd'hui, poursuivi par l'atteinte au droit du sol à Mayotte, qui est un département français, département d'outre-mer, mais qui est un département français. Et cette atteinte au droit du sol, certains voudraient maintenant l'élargir à au département de tout le territoire français.
c'est-à-dire donc faire de notre pays un retour au droit du sang, comme c'était du temps de la royauté, et effacer cette avancée révolutionnaire de 1789 qui était de reconnaître le droit du sol et de reconnaître que tout citoyen né en France devenait français, après un certain nombre de petites conditions, mais devenait français. Tandis qu'aujourd'hui, les gars qui naîtront en France seront obligés, les gens qui n'ont pas la nationalité française, qui feront donc des enfants chez nous, eh bien ces enfants-là seront considérés comme des étrangers, alors que normalement, ils devraient avoir la nationalité française, évidemment, sans problème. Donc on voit bien là que la loi immigration portait en germe cela. Et maintenant, avec Darmanin qui s'est fait un zèle particulier pour créer cette discrimination, ça ouvre les portes à l'élargissement de cette inégalité. Et évidemment, la droite et l'extrême droite ont plongé dans l'affaire pour essayer de la généraliser au territoire national. C'est le danger qu'il y a et sur lequel il faut se battre. Et donc, on voit bien, quand on regarde le Front social, quand on regarde les questions politiques, on voit bien que la motion de censure aurait dû être votée par l'ensemble des oppositions, mais il y a eu des opposants qui ne s'opposent pas et qui maintenant sont d'accord avec la politique macroniste. Ce qui est un danger important parce qu'on voit bien, et dans toutes les prises de position successives actuellement, on voit bien qu'il y a un accord. Le terme est peut-être fort, mais en tous les cas, quelque chose qui va dans le sens d'un accord trouvé entre les forces macronistes, les forces d'extrême droite et les forces de droite. Et donc, c'est toute la discussion autour de l'arc républicain dans lequel Macron y met tout le monde, il met ceux qui jusqu'à maintenant n'en faisaient pas partie, mais ils les ont mis dedans, ils les ont banalisés complètement, c'est-à-dire le parti de Marine Le Pen et le parti de Zemmour. Tout ça va faire partie de ce que lui appelle l'arc républicain, mais bon, l'arc républicain, ça n'existe pas. Pour nous, il y a une frontière entre ceux qui défendent les valeurs de la République et ceux qui sont contre et qui veulent revenir à des valeurs basées sur le racisme, basées sur la haine des autres, et donc tous des séparatismes. Et nous, on est contre le séparatisme. On est pour une République une et indivisible pour chacun d'entre nous. Voilà donc ces questions-là. Et enfin, je finirai par les questions du conflit, de la guerre en Israël et la Palestine, où on voit bien que l'unique position possible pour régler le problème, c'est le cessez-le-feu immédiat, parce qu'un génocide est en train de se commettre aux yeux du monde entier, et il faut... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des pays qui commencent à protester, plus que protester, et à prendre quelques mesures de condamnation, mais il faut aller plus loin, il faut obliger nos États, et notamment notre propre gouvernement, à à prendre des sanctions contre la politique israélienne, qui est une politique d'extrême droite au niveau international, comme l'on voit, c'est-à-dire une politique qui va vers l'extermination de notre peuple. Et ça, il faut évidemment faire tout pour l'empêcher. Enfin, de la même manière, il y a les questions de la guerre d'Ukraine qui sont posées. On entend une petite musique qui monte dans le pays, encouragée par la position de Macron sur le thème qu'il faut donner tous les moyens pour que l'Ukraine combatte et batte la Russie, ce qui est que l'Ukraine se batte pour revendiquer son territoire qui a été envahi par la Russie, tout à fait d'accord, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, je pense que les efforts des gouvernements, et notamment de notre gouvernement,
devrait être tendue pour qu'on ait une conférence internationale pour la paix en Ukraine, pour que rapidement la guerre s'arrête, parce que ça fait 2 ans que ça dure. Les spécialistes prévoient que ça va continuer encore plusieurs années, mais les conséquences sont graves pour l'ensemble des peuples, parce que le peuple ukrainien, en premier, subit les bombardements, subit les restrictions, subit les difficultés. Les peuples russes, idem, mais aussi les peuples européens, qui voient, au nom de la guerre en Ukraine, qui voient les prix des denrées augmenter, parce qu'au nom de la guerre en Ukraine, on nous fait tout supporter. Hein. Et on veut nous enlever encore plusieurs milliards pour les mettre dans l'armement. Comme si ça ne suffisait pas avec tout ce qu'il y a en bombes atomiques, en maintien des forces armées. Je crois qu'il faut, et tous les peuples subissent ça. Je crois qu'il faut arrêter, y mettre un terme, il faut revenir à des choses plus correctes, c'est-à-dire abaisser le niveau des armements, en tous les cas ne plus donner autant de milliards dans l'armement, et par contre utiliser ces milliards pour satisfaire les besoins des peuples, pour satisfaire les besoins de consommation, pour satisfaire des besoins de services publics, pour satisfaire les besoins auxquels les peuples ont droit. Or, actuellement, les efforts de guerre ne servent qu'à une chose, enrichir les industries de guerre. Ça, alors eux, ils s'en mettent plein les fouilles actuellement. Et en même temps, ça crée des dangers supplémentaires pour la planète, parce qu'on ne sait pas, une guerre, on sait comment elle commence, on ne sait jamais comment elle finit. Et donc, avant d'en arriver à des extrémités que nous ne contrôlerions pas, il vaut mieux que rapidement, on essaye de tout faire pour mettre autour de la table tout le monde, et de manière à ce qu'ils soient armés, on pourrait. Je pense que c'est possible.